Il est certain que vous avez déjà entendu cette maxime qu'on prête à Confucius, pour autant qu'on puisse vérifier que c'est bien de lui, parce qu'on parle d'un philosophe chinois qui est né, je crois, en 4 ou 500 avant Jésus-Christ, donc ça date un peu, et qui dit que si vous trouvez un travail que vous aimez, vous n'aurez jamais à travailler une seule seconde de votre vie. Alors évidemment, c'est un lieu commun, il n'y a aucun challenge intellectuel ou philosophique à parler comme ça. Je suis content de voir sur Instagram cette punchline toutes les 2 minutes, mais vous allez voir, il y a quelques points qui ne me conviennent pas à cause de ce que ces mots représentent. Alors, avant ça, état de fait, bien sûr les amis, si on aime ce que l'on fait, on a un rapport moins laborieux à la tâche professionnelle. On arrive plus tôt, on quitte plus tard, on est plus épanoui, donc in fine plus productif. Et il y a des gens bien plus intelligents et cultivés que moi qui depuis des décennies essayent de travailler pour prouver justement que l'épanouissement est au cœur de tout. Et il y a beaucoup d'essayistes, d'auteurs et de conférenciers que j'entends reprendre ces mots et j'en suis très heureux parce que il faut démultiplier ce message. C'est toute la thèse de mon premier livre, Le Capitaine, où je vous explique que selon moi, notre étoile polaire qui indique le nord devrait être notre définition singulière, parce qu'il n'y en a pas qu'une, du bonheur, et pas le pouvoir, l'accumulation de capitaux ou la reconnaissance sociale. Ces notions ont leur place, elles sont parfois fondamentales ou essentielles, mais leur place, ça ne veut pas dire que c'est l'étoile polaire. Donc, je suis content d'entendre ces mots et je ne les réfute pas. Par contre, j'aimerais les mettre en perspective. Bon, premièrement, si Confucius a vraiment dit ça, à son époque, il faut savoir que le salariat, c'est une lubie de l'ère industrielle. C'est une nouveauté. Dans l'ère de l'humanité, depuis qu'on existe, ça n'a jamais existé. C'est des rapports qu'on n'a pas eu entre nous, faut bien le comprendre, c'est un truc du XXe siècle. Et j'en veux pour preuve, c'est en train de disparaître. On parle d'uberisation de l'économie, on parle d'intelligence artificielle, on parle de technologie, de robotique, d'algorithmes, etc. C'est déjà en train de disparaître. Mais bon, c'est pas le propos, ça sera le propos des 2 ou 3 prochaines vidéos, parce que ça m'a été demandé et je vais traiter ce sujet-là. Toujours est-il que j'aimerais juste mettre en exergue le fait que quand Confucius parlait au conditionnel de cette notion de travail, je suis pas persuadé qu'on peut comparer ça à ce qu'on vit aujourd'hui. Je crois que 60% des Français déclarent ne pas aimer ce qu'ils font. Un peu logique. On échange du temps contre de l'argent pour quelqu'un qui nous dit quoi faire, à quelle heure, quand est-ce qu'on a le droit d'aller aux toilettes et combien on vaut. Si en plus on n'aime pas la tâche professionnelle et qu'elle est pas extrêmement inspirante ou constructive et qu'elle est pire, répétitive, bon bah là vous ajoutez un joli cocktail qui fait qu'on est dépressif. Et d'ailleurs, la dépression selon moi, c'est ma définition très personnelle, mais bon, avec le temps j'ai créé comme ça mes propres définitions, c'est très simple. Il y a un décalage drastique, et je vous en parle souvent, je le répéterai très souvent dans les vidéos, entre les rêves que vous avez le soir quand vous vous couchez et l'outil de merde que vous avez le matin pour aller les chercher. Donc très clairement, ça crée un syndrome dépressif parce qu'il y a un décalage, il y a une dissonance, et ces dissonances, elles sont récurrentes dans bien des domaines. Et justement, c'est le problème avec ce genre de punchline, parce que c'est le corollaire, c'est la conséquence, c'est la cause, peu importe, en tout cas c'est associé à une culture qui est un dogme qui me dérange beaucoup. C'est le dogme du faire. On a vraiment une espèce d'omniprésence du faire dans notre société depuis qu'on est né. Quand on est petit, on nous demande « tu veux faire quoi plus tard ?» Quand on est avec le conseiller d'orientation ou la conseillère d'orientation, on nous pose une seule question « qu'est-ce que tu veux faire alors ?» Comme si on savait ça à 14 ans, j'y viens juste après. Donc en fait, c'est une espèce de dogme qu'elle a, et tous les gens, j'ai publié la vignette en amont de la sortie de cette vidéo. J'ai eu des problèmes de tournage, donc du coup il y a eu quelques jours de décalage, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des retours depuis, et des gens qui m'ont questionné. Et tous ces retours, je le vois, le symptôme, le problème, il est toujours le même. Et c'est systématique, d'où ma passion à vous partager cette info, parce qu'elle est intemporelle, et je sais que nos enfants qui ne sont pas encore nés vont l'apprécier. La thématique, c'est toujours la même, et l'erreur, c'est toujours la même, c'est de se poser la question, donc je suis en train de réfléchir à ce que je veux faire, vraiment, à ma passion, hein. Donc passion égale faire dans leur tête. Voilà, faut que je trouve ce que je veux faire. Mais c'est complètement illusoire de se poser ces questions. Alors on va rembobiner avec le conseiller d'orientation, parce que déjà, il faut quand même remettre un peu le barbecue au milieu du jardin et qu'on soit vraiment dans des bases logiques dans notre conversation. Quelqu'un de 14 ans, adolescent, adolescente, n'a aucune idée de ce qu'il veut faire. Il sait ce qu'il veut être, il sait ce qu'il veut avoir, mais on lui pose pas ces questions, j'y viens juste après, on lui demande ce qu'il veut faire. Il en a aucune idée. Il n'y a pas assez de data dans le panel, il n'y a pas assez d'informations. À quoi il se confronte, à quoi il compare, quels sont les points de référence. Il n'y a pas d'expérience, donc il n'en sait rien. Donc déjà, c'est une question qui fait pas de sens à cet âge-là. Mais elle en fait pas non plus à l'état adulte ou à l'âge adulte, on y viendra. Deuxièmement, le conseiller d'orientation, le cursus normal, il va au collège, donc primaire, collège, lycée, BTS ou études supérieures à la fac, et il retourne dans un collège. Donc toute sa vie, il a été dans plus ou moins la même ville, le même environnement, avec les mêmes personnes, et c'est quelqu'un qui n'est jamais sorti du carcan éducatif ou de l'éducation nationale. Ça n'est pas une critique, c'est un métier noble, bravo, je l'encense, je vous remercie de le faire pour les personnes qui me regardent et qui pratiquent ce métier-là. C'est important qu'il y ait des gens qui aient l'intention de. Je ne dis pas que vous êtes une mauvaise personne, je parle pas de vos intentions, je parle de votre légitimité, de vos compétences. Elle s'arrête à ce qu'on vous a enseigné en théorie, et cet enseignement, il est, parce que c'est structurel, lié à la récurrente fâcheuse habitude de l'éducation nationale dans le monde entier, mais a fortiori en France, de mettre les gens dans des cases.
Donc on vous a mis dans des cases toute votre vie, puis ensuite vous remettez des jeunes dans des cases, et donc la seule question que vous avez à leur sortir, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Alors bien sûr, je caricature, il y a des gens qui sont plus subtils que ça, il y a quand même maintenant un peu plus d'éducation sur des notions psychologiques, mais encore une fois, quoi qu'il arrive, c'est de la théorie qui est enseignée par des gens dans des bouquins, et c'est des concepts que vous n'avez pas vécu ou incarnés. Alors finalement, quelle est ma légitimité pour vous parler de cette thématique-là? Eh bien, j'ai eu la chance, comme vous le savez, de rencontrer un grand nombre de personnes dans ma vie, que j'ai aidé à se confronter à ces changements de prise de décision, changement de vie, à des notions importantes. J'ai assis des centaines et des centaines de familles ensemble. J'ai mis parfois des enfants de 8-9 ans avec leurs parents, en confrontant le pourquoi il y avait un projet, de créer un restaurant, de créer une start-up, d'investir, d'entreprendre, peu importe, de se lancer en e-commerce, quelle que soit l'activité, et de dire pourquoi tes parents font ça. Parce que vous avez des rêves en famille. Et parce que pour soutenir ces rêves, il y a des sacrifices à faire. Il y a des choses qui sont inéluctables. Il y a un prix à payer. Et c'est aussi extrêmement éducatif et instructif. Et c'est fou comme d'ailleurs les enfants deviennent complices de la stratégie de famille. Parce qu'on les a respectés, parce qu'on les écoute. Parce que j'estime qu'on respecte pas assez les enfants. En vérité, on leur dit, bon, c'est comme ça, tu te tais. Non, non, non. C'est des êtres vivants qui ont leur place socialement et notamment dans une famille. Et donc, on doit les installer et leur expliquer les choses. Et c'est marrant, ils deviennent toujours beaucoup plus complices. Et quand tu vas rater un anniversaire, eh bien, c'est moins mal pris. C'est moins l'acte est moins culpabilisant en disant je sais pourquoi papa elle a pas été là, je sais pourquoi maman elle a pas été là, c'est parce que il ou elle était en train de faire quelque chose qui sert les intérêts de notre famille à long terme. Vous savez, j'ai entendu des enfants dire ça après que je sois passé au milieu et que j'ai confronté tout le monde, et ça fait 15 ans que je fais ça. Donc, vous savez, je sais pas si c'est mieux ou moins bien que ce que fait un conseiller d'orientation, mais ça donne quand même une sacrée base de données, une base de données de terrain, parce qu'encore une fois, mon expertise à moi, elle n'est mue que par ce que j'ai vécu et pas par des trucs que j'ai appris tout par cœur, clé en main, que je peux vous ressortir comme des concepts freudiens qui, moi, me fatiguent, parce qu'en vérité, encore une fois, c'est ce réflexe de nous mettre dans des cases. Donc, je vais essayer de vous le partager en toute humilité, vous en faites ce que vous voulez, j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus, mais voilà pourquoi j'ai fait cette digression. Alors, petite parenthèse, quand je fais des généralités, je fais cette digression-là à nouveau, c'est qu'on aime les digressions sur cette chaîne, parce que je vois venir certains commentaires, peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, s'il y a des millions de personnes qui voient ça, ça va venir. Le contre-exemple, quand on entend quelque chose, c'est l'arme de la pauvreté intellectuelle, c'est de la paresse intellectuelle que d'utiliser des contre-exemples. Ne me citez pas une occurrence du style « Ah bah moi, je connais quelqu'un qui est conseiller d'orientation, il a plein d'expérience, il a fait 7 ans d'années sabbatiques répétées, le tour du monde, il a créé 2 ONG, il ou elle est à la tête de son propre club de karaté et il ou elle écrit des bouquins. » Formidable, je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça s'appelle une occurrence, pas une récurrence, encore moins une règle. Donc on ne prend pas un contre-exemple pour aller s'opposer quand quelqu'un exprime dans un argumentaire un fait d'autorité ou qu'il se permet un raccourci. On n'utilise jamais le contre-exemple pour l'empêcher de dire ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est que la majorité des conseillers d'orientation ont le même profil. Ça veut pas dire qu'ils sont toutes et tous comme ça. On est aussi sur une chaîne où on fait beaucoup de nuances. Ça veut pas dire que je les attaque. Ça veut juste dire que si on compare un petit peu à armes égales, on n'est pas à armes égales pour accompagner des gens qui veulent se poser des questions sur ce qu'ils veulent faire justement, ou peut-être ce qu'ils devraient faire, j'y viens juste après, en tout cas pour orienter des individus. J'ai eu la chance d'ailleurs quand j'étais au lycée, j'ai eu un lycée formidable, je ferai des vidéos dessus d'ailleurs, parce que je pense même que j'irai en immersion, ça a été une belle période de ma vie, et en fait dans ce lycée, j'ai eu la chance d'être rédacteur en chef et directeur de la rubrique orientation d'un journal. On avait un budget à 5 chiffres pour créer, sortir ce journal et le marketer, on créait des événements, etc. Et donc c'est une notion, l'orientation, qui est importante pour moi depuis toujours, et rétrospectivement, quand je connecte les points après coup, je me rends compte qu'elle a toujours été là. Donc voilà, cet avant-propos pour vous dire que je vais soutenir une thèse qui est opposée à tout ce que vous avez entendu, mais qui selon moi est importante à exprimer dans un monde qui ne se concentre que sur ce que l'on veut faire, et ça c'est extrêmement dangereux, parce que on vous demande toujours de trouver votre passion, ce que vous voulez faire, ce que vous aimez faire, mais non, en vérité, c'est pas ça la vraie question. C'est beaucoup plus facile de se poser la question de ce qu'on aime être, de ce qu'on aime avoir, ou de ce qu'on veut être ou avoir, plutôt que de ce qu'on aime faire, parce que le faire c'est une activité, c'est une tâche, c'est un levier, et ce levier il est très dur à identifier, et avant que vous trouviez une vraie passion, il peut se passer des lustres, même dans la musique. Il y a des gens qui essayent 5 ou 6 instruments avant de se rendre compte qu'en fait ils aiment chanter, et ainsi de suite, ou qui se rendent compte que ce qu'ils aiment, en fait c'est la musique, et qu'ils sont bien plus portés par la volonté de danser que de jouer l'instrument. Mais ça, faut expérimenter pour le voir. Donc ça sert à rien de croire qu'a priori, on va arriver à résoudre tous les problèmes du monde et des gens qui sont en transition avec cette question de qu'est-ce que tu veux faire ou qu'est-ce qui te passionne. Donc je vais vous dire quelles sont les questions que j'ai appris à me poser, encore une fois, non pas pour vous donner des réponses toutes faites, je ne le ferai pas, pour vous partager mes propres réponses et en toute humilité essayer de vous montrer que ce questionnement dans l'ordre où je vais l'amener est peut-être un peu plus utile à votre démarche de transition et de changement que celle qu'on vous a enfilée dans le gosier comme si vous étiez une oie qui n'a aucun filtre et aucun contrôle sur ce qui lui arrive. Donc les questions que j'ai appris à me poser déjà pour moi, et quand j'ai voulu entreprendre ça a été ça, qu'est-ce que je veux être fondamentalement ?
Qu'est-ce que je veux avoir fondamentalement? Et qu'est-ce que je dois faire pour ça? Ça change tout. Vous avez vu? Écoutez bien les mots que j'utilise. Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux avoir? Donc il y a une forme d'affirmation. Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Pas qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je dois faire. Et je sais qu'on n'aime pas être contraint, etc. Mais merde, les amis, à un moment donné, il faut qu'on vous dise les choses telles qu'elles sont. Il y a un prix à payer, il y a un sacrifice, alors vous appelez ça comme vous voulez, le yin, le yang, l'équilibre, le bien, le mal, etc. Je m'en fous, je suis pas très manichéen, mais il y a quand même deux forces qui s'opposent. À un moment donné, ce que tu prends, faut à un moment donné que tu donnes de l'autre côté, c'est une espèce d'équilibre naturel. Et tu vois, la vie, elle te confronte souvent, et c'est pas un discours ésotérique, c'est très concret ce que je vous dis, c'est très pragmatique. La vie, elle te confronte à cet échange de bons procédés naturels. Il y a plein de bouquins qui en parlent mieux que moi, mais vous aurez l'occasion de découvrir dans cette chaîne que je soutiens ces thèses d'équilibre. Donc aujourd'hui, si vous posez ces questions, en tout cas moi je l'ai fait, vous allez trouver des réponses bien plus simples. Et souvent elles sont évidentes. Ça veut dire que j'ai la conviction qu'à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir le partager et faites-le en commentaire. Allez-y, partagez votre expérience avec le conseiller d'orientation, partagez vos questionnements du moment ou les réponses que vous trouvez grâce à ce que je dis là, mais vraiment animez la communauté et étayez le propos et nourrissez-le peut-être d'un accompagnement passé qu'on a pu avoir ou présent ou juste futur, c'est-à-dire après cette vidéo-là, pour me partager l'impact que ça a pour vous, parce que j'ai des vraies convictions là-dessus. Alors on est en 2009, je suis entre ma 4e et ma 5e année d'études et j'ai 3 boulots étudiants. Bon, je travaille beaucoup. La plus grosse semaine que j'ai fait dans ma vie, j'ai travaillé 128 heures. Sur 168, ça fait pas beaucoup pour dormir. Donc c'était intense, entre les cours, la clinique et 3 jobs, j'avais vraiment une vie intense, mais ça allait pas. Il y a un truc qui clochait. Et j'ai décidé d'entreprendre en me posant les questions suivantes. Qu'est-ce que je veux être? Et la première réponse, c'était je veux être libre. Et ça, c'est un truc que les gens autour de moi comprenaient pas. Tout le monde n'a pas ça en soi. Moi, j'ai des gens qui, autour de moi, abandonnent leur liberté sans aucun problème pour une certaine forme de sécurité, et je n'ai pas de jugement là-dessus. Mais moi, je suis un vrai lion. Tu me mets pas dans une cage, tu me mets pas dans un zoo, tu me fous la paix. Tu me laisses dans ma jungle, dans la savane, me balader, mais je veux que tu ne m'oppresses pas. Et chaque acte de compression ou d'oppression me rend tellement fou qu'en général, j'en veux tout péter. Et alors là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que j'ai déjà prouvé dans ma vie, j'en ai parlé dans la vidéo où je présente ce que j'évoque dans mon livre Le Capitaine, et j'en parle dedans. J'ai déjà fait ça, donc la vie m'a déjà donné l'occasion de vous prouver que j'incarne ce que je proclame une fois de plus. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai senti que je me déshonorais et qu'il y avait une privation de liberté ou une non-emphase avec mes valeurs, on y vient dans pas mal de mes contenus, eh bien j'ai tout envoyé à valser. Et même si je perdais des capitaux, même si je repartais à zéro, etc., c'est pas grave. Parce que ma liberté, c'est le truc le plus important pour moi. Et j'ai souvenir d'ailleurs d'avoir stoppé une relation de couple en 2016 avec une jeune fille formidable d'ailleurs, pour laquelle j'ai beaucoup d'affect, comme toutes les personnes qui ont traversé un petit bout de chemin dans ma vie, parce qu'elles sont toutes formidables et que j'ai de haine ou d'aigreur envers personne. Eh bien j'ai dû rompre cette relation parce que je lui disais, tu me demandes d'isoler mes compétences, mon potentiel à notre relation, et il y a plein de problèmes à ça, et l'un d'entre eux, c'est que j'aime être libre, en fait. Libre, ça veut pas dire libre d'aller voir à droite à gauche, etc. Mais ça veut dire que je ne peux pas, dès que je sors 10 minutes, être pressurisé par une série de SMS ou cette pression de « je te veux pour moi en exclusivité ». Ça n'est pas possible. Tu ne peux pas mettre un lion dans une cage. Et si tu as été attiré par moi, au passage, et mon épanouissement, mon bonheur apparent et mon état d'être qui t'attire, c'est parce que je suis un lion. Si tu me mets dans une cage, je suis un petit moineau. Et c'est plus la même personne tout de suite. Donc j'essayais de lui faire comprendre ça. Elle a eu du mal à l'entendre, et puis elle avait une autre vision de la vie, et justement, elle n'avait pas cette volonté de liberté, elle était plus casanière et bien plus structurée là-dessus. Eh bien, on s'est séparés en bonne entente parce que ça ne faisait pas de sens. Vous voyez, comme on voit ce qu'on doit faire quand on se pose les questions de ce qu'on veut être, c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc cette notion de liberté, est-ce qu'elle est, et prenons le métier de l'ostéopathie, corrélée à l'ostéopathie ou au travail de libéral? Avoir un restaurant, être un avocat, être, je sais pas moi, un médecin, vous êtes peut-être une coach sportive, peu importe votre métier. Est-ce que c'est lié, la notion de liberté, avec la notion de travailleur indépendant? Alors on appelle ça un libéral, il n'y a rien de plus faux. On est libre en rien, et ça, il faut que vous vous accordiez le droit de l'entendre, et surtout, moi je m'accorde le droit de le proclamer. Non, t'es pas libre. Ça veut pas dire que t'es pas heureux, peut-être que la valeur haute que t'as toi, c'est pas la liberté, moi c'est très important. Donc, dichotomie trop grande entre le fait d'être libre et le fait d'avoir un métier où il y a une interdépendance entre mon cabinet et moi, entre mes patients et moi, entre mon activité professionnelle et mes revenus. Ça ne fait pas de sens. Je vais vous donner un exemple. Je me suis posé ces questions en 2009. Je me suis dit, non Pierre, si tu veux partir 7 mois en Amérique du Sud ou faire le tour du monde, est-ce que tu peux? En tant qu'ostéopathe. La réponse était non. Oui, tu peux partir 1 mois ou 2, mais au bout de 3 semaines, t'as chaud, tu transpires pas parce qu'il fait chaud. Tu transpires parce que tu payes des charges en France, parce que tu as des dépenses fixes et que tu n'as plus de source de revenus. Donc tu as des dépenses fixes en France pour un cabinet qui tourne plus, parce que t'es pas là.
Donc tes mains, elles sont pas au travail, il y a pas de possibilité de générer des capitaux. Et puis quand tu es en vacances, tu as des dépenses en plus. Donc tu as des dépenses fixes au cabinet, tu as des dépenses variables et tu n'as aucune source de revenus. Donc t'es pas libre mentalement, t'es pas libre géographiquement, tu es libre en rien en fait. Tu vas devoir y revenir. Donc il y a une espèce d'interdépendance qui moi me gênait culturellement. Encore une fois, ça m'est très personnel. Mais vous voyez, parce que je m'étais posé cette question, entreprendre n'était pas une option, c'était ce que je devais faire. Pourquoi ? Parce qu'à minima, si la liberté est une valeur fondamentale pour vous et que vous êtes un travailleur indépendant ou l'un des profils que j'ai cités, c'est pas que vous devez arrêter, mais vous devez diversifier vos sources de revenus. En tout cas, c'est le minimum. Peut-être avec de la propriété intellectuelle. Vous écrivez un bouquin, vous chantez, j'en sais rien, mais il faut faire quelque chose. Peut-être en effet en créant une entreprise, peut-être en investissant. Et mon ami Ian Darwin est associé d'ailleurs, en parle assez souvent. Comme il le dit, peu importe votre statut, tant que vous investissez, c'est le fil conducteur de revenus qui ne dépendent pas de votre labeur personnel. Mais si la liberté est fondamentale pour vous et c'est ce que vous voulez être, alors si ce que vous faites ne permet pas de l'être, il y a une dichotomie trop grande et donc soit il faut diversifier, soit il faut arrêter. Raison pour laquelle depuis 12 ans je suis bénévole et j'entreprends. Et j'ai entrepris pour démultiplier mon temps, mes compétences et mes revenus dans le but d'être libre. Et aujourd'hui je le suis totalement. C'est-à-dire que j'ai la chance de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux et avec qui je veux. Par contre, il y a un prix à payer. Ça a été une dizaine d'années de travail et de sacrifices pendant lesquels moi je faisais pas des 3 semaines de vacances avec mes amis, le ski, le ci, le là. J'étais focalisé par contre. Et oui, il y a eu un prix à payer parce que je savais que j'allais travailler fort pendant un temps donné pour ensuite obtenir la récompense du labeur et des efforts que j'avais mis en place. Mais tout ça, c'est une notion essentielle. Donc il faut s'avouer les choses et c'est simplement les questions que vous vous posez qui vous amèneront à prendre les bonnes décisions. La deuxième chose que moi je veux être par exemple, c'est extrêmement influent. C'est-à-dire que je veux pas, quand je dis influent, c'est pas un rapport à la reconnaissance sociale, c'est rapport à l'impact de ce que mes enfants verront de moi, ce qu'ils retiendront, et notamment de ce que moi-même je verrai de ma propre vie, le jour de ma mort. Si on me laisse 10 minutes pour y penser, eh bien j'aimerais me dire que j'ai contribué. J'aimerais me dire que j'ai pas juste été un consommateur de plus, j'aimerais me dire que j'ai fait de mon mieux. Pas parfaitement, mais que j'ai fait de mon mieux pour essayer d'avoir un certain impact. Et là, aujourd'hui, je construis une vie dans laquelle, si je meurs demain, eh bien oui, je peux me retourner et me dire, t'as fait ce que t'as pu. Peut-être pas autant que tu aurais pu, parce qu'on peut toujours maximiser, mais en tout cas, t'es pas resté assis dans ton canapé. J'en veux pour preuve ce que vous êtes en train d'écouter. C'est un message que je me bats à partager et que je partage avec cœur parce que c'est ma mission, en réalité. Donc cette volonté de contribution, d'impact et d'influence positive sur les gens qui m'entourent d'abord, ensuite peut-être même sur le monde, eh bien, c'est limité dans un cabinet. Je suis influent sur 10 patients par jour et ça s'arrête là. Donc forcément, cette limite fait que je dois utiliser d'autres leviers pour passer à l'échelle mes compétences, pour ne pas les caper, pour ne pas les limiter, comme je le disais tout à l'heure, à une relation par exemple, pour ne pas les limiter à une petite structure qui est un cabinet de 40 mètres carrés. Non, c'est pas possible ça. Et je prends l'exemple de Major Mouvement par exemple sur Instagram ou sur YouTube. C'est un kinésithérapeute qui partage des contenus éducatifs sur plein de choses intéressantes, de l'anatomie, des mouvements. Alors en tant que professionnel de santé et en ayant 5 années à temps plein d'études dans l'anatomie humaine, je connais donc le corps par cœur et je vous dis que ce type-là par exemple ne dit pas de bêtises et en plus il a un des talents que j'appelle l'intelligence, je vous en parle souvent, c'est de se remettre en question. Donc j'aime bien, en tout cas, je consulte, je le connais pas, mais je consulte ce qu'il dit, ça fait du sens, c'est quelqu'un de plutôt sympa et je trouve qu'il envoie des good vibes dans ce monde-là. Donc je lui fais une publicité sincère. Et donc cet individu, peut-être qu'il s'est pas posé la question a priori, mais j'ai la conviction si on s'installait ensemble et que je lui posais la question, qu'il répondrait ça favorablement, c'est qu'il y a forcément une volonté quelque part chez lui de contribution, d'impact à grande échelle et ou peut-être d'influence, parce que, et c'est simple, pas besoin de psychanalyse, en principe on fait des choses parce qu'on en a manqué dans le passé, parce qu'on a eu quelques souffrances, je veux dire, c'est assez simple de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font, et en tout cas, c'est quelqu'un qui a compris que dans son cabinet, il était limité à son nombre de patients par jour. Donc il a décidé de créer un Instagram, un YouTube, etc. Et aujourd'hui, il a l'impact sur des dizaines et des centaines de milliers de personnes à travers son message. Et donc ça comble peut-être un besoin essentiel de ce qu'il voulait être. Donc il a fait ce qu'il devait faire. Qui vous dit qu'il était fan au début de créer des vidéos? Et vous savez, je suis presque sûr, si je lui demande, et si on lui demande que c'était pas un truc au début plaisir, faire des vidéos, partager des contenus. Je pense qu'il a fait ce qu'il savait devoir faire pour combler ce besoin et cette envie d'être cette personne qu'il est aujourd'hui. Et vous savez, quand on fait ces choses-là, on réalise que le faire devient secondaire. Vous avez vu? C'est marrant, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Moi, j'avais pas envie d'entreprendre, les gars. Je n'avais pas envie. J'avais par contre envie d'être libre. J'avais envie d'être influent et j'avais envie d'avoir du temps, par exemple. Avoir du temps. C'est fondamental. Pour moi, le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. On la gaspille n'importe comment. On gaspille notre temps et on oublie qu'on le perd.
Mais moi, je peux gaspiller 3000 euros n'importe comment. J'en ai rien à foutre. Pourquoi? Parce que c'est un flux, c'est pas un stock. Ça vient, ça rentre, ça sort, je peux en gagner 10 fois plus le lendemain. Donc clairement, j'en ai complètement rien à faire. Et même si on enseigne l'intelligence financière, et vous savez que c'est l'un de nos grands combats chez Green Bull, parce que c'est la mission de la boîte d'ailleurs, au passage, pour vous rendre libre encore une fois, parce que le capital, c'est un outil qui vous permet la liberté. Dans le monde réel, hein, ici on est sur une chaîne pragmatique, c'est comme ça que ça fonctionne. Malgré tout, j'en ai rien à faire. Moi, j'ai un usage, alors vraiment très détaché des capitaux. Parce que ça revient, ça va, je m'en fous complètement. Mais par contre, le temps, vous le perdez là. Ce temps que vous êtes en train de me donner, et je vous le dis à chaque fois que vous prenez le temps de liker, vous prenez le temps de commenter, et en plus d'avoir regardé la vidéo, mais j'ai une estime, faut que vous compreniez, elle est réelle, sans précédent. Parce que pour moi, quand quelqu'un me donne son temps et son attention, cette personne, elle m'offre ce qu'elle a de plus cher au monde. Parce que moi, quand je te donne mon temps, sache-le, je te respecte. Mais vraiment. Quand je te donne mon temps, c'est que je t'estime. Et tu le vois assez vite quand je peux pas te donner mon temps, c'est pas que je te respecte pas, mais c'est que peut-être tu n'as pas encore, gagné la posture dans mon esprit, ou le droit, ou le fait que j'ai envie de passer ce temps-là. Et je pense que c'est normal en tant qu'être humain de se protéger et de ne pas dilapider son temps avec n'importe qui. C'est une valeur précieuse et donc c'est un bien qui est fondamental pour moi. Eh bien, parce que je voulais du temps, j'ai dit il faut que j'entreprenne parce que c'est le moyen que j'ai choisi. Il y en a d'autres, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'était mon moyen pour démultiplier mon temps, mes compétences, mes revenus, et donc que ça ne dépende pas que de moi. À la minute où je tourne cette vidéo, eh bien, il y a des gens qui savent faire, à créer un site web, à installer des campagnes. J'ai en tête la personne qui gère tout l'écosystème de la filiale que j'ai créé l'an dernier, par exemple, et qui est en train de faire un setup de campagne sur notre outil technique digital. C'est un peu technique, c'est un peu complexe, parce qu'on a des nouvelles pages, on a des nouvelles URL, des nouveaux liens, donc il y a un vrai travail là-dessus. Elle a reçu des dizaines de mails cette semaine auxquels elle a répondu pour ça. C'est pas moi qui l'ai fait. Pourquoi? Parce que j'ai choisi d'entreprendre. Donc j'ai un levier qui fait que tout ne dépend pas de moi. Donc c'est lié. Et bien sûr, vous pourriez objecter, oui, mais aujourd'hui, tu travailles beaucoup, t'as pas beaucoup de temps non plus libre. Alors justement, c'est là où il faut pas comprendre, et il faut pas confondre, et il faut pas comprendre les choses de travers. La notion de liberté, la notion de temps disponible, c'est le choix. Je travaille et j'utilise mon temps et je l'optimise parce que je le veux, pas parce que je le dois. Vous devez bien comprendre ça. Donc Pierre Albertini aujourd'hui, en tant qu'une personne physique et également morale, parfois si j'ai des intérêts dans les entreprises, peut arrêter des activités et continuer d'avoir un niveau de rendement qui lui permet de payer ses factures. Ça, c'est la liberté que j'ai voulu et je l'ai utilisé, ce levier entrepreneurial, que pour ça. Vous comprenez? Pour avoir le choix et travailler parce que je le souhaite, pas parce que je le dois. C'est ma posture à moi. Parce que toutes ces notions de ce que je veux être et avoir étaient très claires dans ma tête. En tout cas, je les ai clarifiées au moment où j'ai pris la décision de démarrer. Et pour être honnête avec vous, c'était pas au moment du démarrage, mais au moment où j'ai décidé d'y aller à fond. C'est-à-dire qu'il y a eu 8 à 9 mois entre le moment où j'ai ouvert mon entreprise et le moment où je suis vraiment passé à l'action. Donc j'ai eu un deuxième, entre guillemets, éclair de prise de décision. Et à ce moment-là, j'ai filtré. Et je me suis dit, là, on va se poser les bonnes questions, parce que tu peux pas te permettre de construire quelque chose, de te lancer dans la construction d'une maison, si en vérité, tu avais besoin d'un immeuble. Tu peux pas non plus le construire à un endroit géographique, alors qu'en vérité, tu rêves d'habiter ailleurs. Vous voyez, ça, c'est des questions qui sont simples. En fait, on va chercher trop loin. Mais si on est basique, qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux avoir, et qu'est-ce que tu dois faire pour ça? Dois faire. Je n'avais pas envie d'entreprendre. En 2009, je me rappelle à l'époque, d'ailleurs, ça a mis 6 mois. Et en décembre 2009, je suis monté sur scène et je faisais moi les conférences, etc. Je travaillais avec un fournisseur, on faisait la promotion de nos produits et services en public, etc. C'était un modèle économique intéressant que je challengerai d'ailleurs plus tard en vidéo. Mais c'était horrible. Les types, ils avaient toutes les valeurs que je déteste d'emblée. C'est vraiment. J'ai encore des échanges de cette époque-là. J'ai tout gardé moi, où j'insultais ces mecs-là en disant mais pourquoi t'es comme ça en fait? Des menteurs, en plus il y avait des mecs de Marseille. Alors c'est pas une critique les gars, mais il y avait l'accent qui en rajoutait sur le côté bling bling machin. C'était horrible. Ils savaient même pas s'exprimer pour la plupart. Ils étaient puants, ils étaient même pas bien habillés. Enfin, il y a rien qui allait en fait. Et j'ai dit, vous allez toutes dégager de là, c'est moi qui cause maintenant. Et sauf que j'avais gagné 27 € avec mon fournisseur, donc j'avais pas forcément la légitimité pour le faire. Comme je suis quelqu'un de convaincant, j'ai réussi à m'imposer et j'ai plus jamais quitté une scène depuis. C'est-à-dire que ce soit dans cet écosystème ou aujourd'hui, dans le rapport pédagogique ou d'accompagnement, en tout cas, l'éducation a toujours été en moi à partir de ce jour-là. Simplement parce que j'ai compris que c'était un levier et je l'ai fait parce que je devais le faire, pas parce que je voulais le faire. Je suis tombé amoureux de l'éducation, mais jamais je n'ai été amoureux du fait d'entreprendre. Je suis pas l'entrepreneur de l'année, moi. J'aime l'état d'esprit entrepreneurial, pas le statut. Moi, je pense qu'il faut avoir un état d'esprit quand on entreprend. Et ce dans quoi je suis bon, et je l'ai vu a posteriori. On connecte toujours les points après. C'est dans la pédagogie. Et cette pédagogie a été mon arme à l'époque, et l'entrepreneuriat aussi, pour faire ce que je devais faire, pour être ce que je voulais être et pour avoir ce que je voulais avoir. Vous comprenez la mécanique? Et on a un jeune homme de notre communauté, enfin je dis jeune homme, de voir mon âge, mais peu importe. C'est un compliment. Si je dis jeune homme, c'est qu'il est frais, qui s'appelle Jérôme. D'ailleurs,
d'ailleurs, je lui dirais que je lui ai fait ce clin d'œil, je l'inviterai à commenter dans cet espace commentaire de la vidéo. C'est quelqu'un qui est pragmatique, ce que j'appelle un vrai bonhomme, quelqu'un d'humble. Pas le mec qui a l'ego de dire moi j'ai des investissements, il en a. Il fait de l'immobilier, il fait du trading, il investit en bourse, il investit en private equity dans des entreprises, il est partout dans notre écosystème et d'ailleurs il fait même la promotion de nos produits et services intelligemment en tant qu'indépendant, malgré le fait qu'il était libre. Malgré le fait qu'il avait assez de revenus pour pouvoir se dire je n'ai pas besoin d'un travail, donc il avait quitté la sphère salariale, eh bien il a eu l'humilité de se dire j'atteins un plafond de verre. Et pour péter ce plafond de verre, faut que je retourne dans l'activité normale d'avoir un CDI, d'avoir un boulot, parce que le levier du crédit, notamment en immobilier, est indiscutablement, fondamentalement lié à la notion de CDI. Et donc il s'est dit, voilà, je veux faire du levier, je veux faire du crédit. Qu'est-ce que je fais? Je vais trouver un boulot. Et maintenant il bosse dans une boîte d'assurance. Il l'a partagé à sa communauté et il a l'humilité de sa posture, il a l'humilité de faire ce qu'il faut pour servir les intérêts de ce qu'il veut être, de ce qu'il veut avoir. Et donc ce qu'il doit faire devenait évident. Ça n'est pas ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il doit faire. Vous voyez cette notion-là? Et en fait, au lieu de se dire tout le temps qu'est-ce que je veux faire, c'est quoi ma passion dans le faire, dans l'activité, dans la spécialité, non. Pose-toi la question qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux avoir, et ce que tu dois faire viendra naturellement. Mais c'est relativement évident quand on se pose ces questions-là. Par contre, il faut se poser les vraies questions et prendre les décisions parfois drastiques qui sont liées à ça. Parce que ce mensonge-là que tu te racontes toute la journée, il est souvent lié à cette question-là. Parce que tu te poses pas les bonnes. Et au cas où t'as pas été convaincu, on va donner un exemple de clôture que je donne depuis des années et qui pour moi est une bonne parabole. Vous savez que j'aime les paraboles, donc je vais vous la confier, qui va vous prouver ô combien il est important de faire ce qu'on doit faire. Admettons que je sois en face de vous, on oublie toute notion de contexte, donc il n'y a pas d'impact, rien, votre décision n'aura pas d'impact autre que votre plaisir. Et je mets devant vous votre plat préféré, vraiment, imaginez-le. Que ce soit une pizza, un bon plat, etc., du sucré, du salé, le truc que vous préférez manger, vraiment. En règle générale, c'est plutôt gras, plutôt calorique, plutôt salé, sucré, mais c'est pas une salade. Et d'ailleurs, tiens, je vais mettre en face de ça une salade. Donc vous avez votre plat préféré et vous avez une salade. Bon, pour 2% des gens, c'est une salade le plat préféré, mais pour 98%, c'est bien plus calorique et chargé en volume alimentaire que ça. Donc, on va imaginer ce bon plat préféré, peut-être une pizza, par exemple. Et je vous mets votre plat préféré en face d'une salade. Si on n'a aucune notion de contexte, là, tout de suite, je vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez manger? 100% des réponses vont vers le plat préféré. C'est du bon sens. Imaginez même que ça n'ait pas d'impact, ça vous fait pas grossir, rien. C'est vraiment un moment plaisir, c'est hors du temps, vous avez le droit, vous êtes libre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous prenez le plat préféré. Parce que j'ai demandé qu'est-ce que vous voulez faire. Faire. Donc la décision, le choix relatif à l'acte de manger ce qu'on aime. Vous me suivez. Maintenant, on va donner du contexte. On va imaginer que je vous pose la question, qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux avoir, et que vous me répondez, je veux être en forme, en santé. Je veux avoir un corps svelte, dynamique et musclé. Ça, c'est ce que je veux être et avoir. Bien, dans ce cas, je change la question. Qu'est-ce que tu dois faire? Prendre le plat préféré, ou alors tu prends la salade? La question, elle est vite répondue, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien sur les réseaux sociaux, tu vas prendre la salade. Pourquoi? Parce que naturellement, tu sais, dans ton schéma mental, dans le blueprint, dans tes datas, dans ce que tu sais du monde, tu sais qu'une salade est relativement moins calorique normalement et plus saine pour ta santé, c'est vert, c'est beau, etc., que ton plat préféré, et donc naturellement ton choix va se porter vers ça. J'y viendrai, on peut le challenger ça, mais vous comprenez la mécanique de réflexion? La différence entre ce que je veux faire et ce que je dois faire pour servir mes objectifs. Il n'y a pas de question quand on a des objectifs fermes. C'est impossible de se questionner. Et quand on me demande comment je fais pour avoir la discipline, la notion de persévérance, etc., c'est comme ça. C'est qu'en réalité, je suis à l'aise avec ce que je veux être, à l'aise avec ce que je veux avoir, et donc à l'aise avec ce que je dois faire. Je ne me mens pas, je fais ce qu'il faut, tout simplement. Donc vous voyez cet exemple-là, c'est certain, vous ne savez pas si dans la salade, vous m'avez même pas demandé d'ailleurs, il y a du concombre, il y a du maïs, il y a des carottes, c'est relativement calorique les carottes, mais c'est bon pour la santé. Vous savez pas dans quel sens elles sont coupées non plus. Vous savez pas si j'ai mis des tonnes d'huile, parce que si jamais je mets 100 grammes d'huile, votre salade elle est plus calorique que votre plat préféré. Et bingo, on commence à rentrer dans les nuances, et c'est bien toute la thématique de mon message et de chacune de mes interventions que de vous aider à nuancer, à contextualiser et à challenger des notions pour être sûr de votre position, de votre posture et de vos prises de décision. Mais dans cet exemple-là, vous venez de comprendre que lorsque l'on a une évidence devant soi par rapport à ce qu'on sait qu'on veut être, par rapport à ce qu'on sait qu'on veut avoir, ce que l'on doit faire se dessine naturellement. Ce qui compte, c'est simplement d'être cohérent et j'espère bien évidemment que vous saurez l'être dans vos prises de décision à venir. Si cette vidéo a pu avoir de l'impact dans votre mécanique de réflexion et ou de prise de décision du moment, eh bien dans ce cas-là, je vous invite à commenter, à revenir vers moi, à vraiment échanger sur ces notions-là. Si vous avez des anecdotes relatives à ce que vous avez vécu avec votre conseiller d'orientation et me proposer en commentaire un décalage entre ce qu'il vous avait dit et ce que vous êtes devenu, j'aimerais beaucoup que vous le fassiez parce que je pense qu'on va bien se marrer. Et si vous avez une autre lecture, sachez, et je clôturerai là-dessus, que chacune de mes
conversation, parce que c'en est une, c'est pas unilatéral, c'est bilatéral. Elles sont mues par deux énergies. 50%, c'est l'énergie de vous convaincre de la thèse que je soutiens. C'est tout à fait normal de faire ça quand on argumente. Et 50% de mon énergie, une fois que je serai dans le mode d'écoute et de lecture de vos commentaires, sera peut-être de challenger cette pensée et d'écouter d'autres arguments s'il y en a. En principe, on va être relativement d'accord, et c'est assez souvent le cas, parce que vous l'avez observé, j'essaie d'avoir un mécanisme logique de réflexion, donc on n'a pas grand-chose de réfutable dans les grands principes. Pourquoi ? Parce que dans ces vidéos, et vous l'observerez, je ne vous dis pas ce que je pense que vous devriez faire, je n'ai pas cette prétention, mais je parle de mécanique de réflexion et des questions qu'on doit se poser. Donc c'est pas en règle générale quelque chose qu'on challenge beaucoup, mais si jamais vous aviez envie de le faire, ou vous aviez une autre lecture et que vous étiez convaincu qu'il faut continuer de faire un truc que vous détestez, que vous adorez, mais qui vous permet pas du tout d'être et d'avoir ce que vous voulez avoir, eh bien challengez-le et exprimez-moi pourquoi. Moi, ma conviction, c'est que même si tu es passionné par ce que tu fais, j'aime faire de l'ostéopathie, j'aime l'acte de soigner des gens, mais par contre, le faire toute ma vie m'aurait rendu complètement dépressif parce que ça ne me permettait pas d'être ce que je voulais être, libre, influent, d'avoir ce que je voulais avoir, du temps, etc. ou même d'ailleurs des leviers capitalistiques pour faire d'autres choses. Eh bien, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce que je devais faire et non pas ce que je voulais faire uniquement. Et ça a tout changé, ce qui m'a permis aujourd'hui d'être l'être le plus épanoui et heureux que je connaisse.